je n'en veux pour preuve que le rapport qui a été émis à Christine Lagarde en 2010 sur l'avancée du programme français concernant notamment la stratégie de Lisbonne sur la société de la connaissance, Laurent Cohen-Tanugui, qui était chargé du rapport, dit voilà, nous faisons partie des mauvais élèves. Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Et il constate qu'en matière de ressources et développement, justement, qui nous permettrait de faire face à ces mutations, nous sommes encore loin des 3% du PIB qui avaient été indiqués dans la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, je vous le rappelle, elle s'est tenue en 2000, en disant qu'en 2010, tous nos enseignants seraient des formateurs multimodaux. Et c'est là que Fouroux dit non, 2010, non, mais décembre 2012, c'est promis. Donc là, on voit visiblement une première condition, c'est qu'on ne consacre pas assez d'argent. Nous avons même tendance à perdre du terrain. Aïe! Si nous atteignons les 3%, ce sera déjà très bien. Bon. Alors, quand même, il faut moduler les choses. Entre la Corée et nous, il y a une différence fondamentale, c'est que nous avons une superstructure d'enseignement qui ne nous incite pas forcément à opérer ces mutations. Quand vous avez l'Uruguay qui distribue des ordinateurs portables à tout élève qui rentre dans le système scolaire, c'est parce que quand vous étudiez leur géographie, vous vous apercevez qu'il y a tout intérêt à ne pas en passer par cette ère de ce que je qualifie du brick and mortar et en passer directement au click and learn. Et nous, je pense que notre brick and mortar, qui couvre absolument tout notre territoire national, peut être une entrave au développement de ce click and learn. Nous sommes, en gros, le brick and mortar, c'est-à-dire le dur, ce qui nous accueille là, c'est les anglo-saxons qui font cette différence entre, nous on dit présentiel distance, eux ils disent brick and mortar et click and learn. Donc, c'est plus joli, moi je trouve. Et donc, je pense que notre ancienneté dans notre système éducatif, le fait qu'on ait construit de nombreux établissements, est-ce que nos enfants, nos étudiants, nos salariés ont de véritables problèmes d'accès à des formations qui feraient qu'il faut absolument qu'elles puissent se passer à distance? C'est pas sûr, et je pense que ça peut être une des raisons. La deuxième raison de notre relatif attentisme, c'est que un grand nombre de NTIC, bien qu'un grand nombre de NTIC soit aujourd'hui fiable et convivial, les habitudes anciennes d'enseignement à distance et les supports techniques tels que la messagerie, le téléphone et le fax restent encore largement suffisants pour des pratiques pédagogiques simples. Alors je dis pratique pédagogique simple. C'est simple, c'est que comme on n'a pas effectué cette rupture épistémologique qui va de l'enseignement à l'apprenant, du point de vue de l'enseignant, et vous savez qu'à peu près 80% des cours de langue se font par téléphone. Il faut bien le savoir. Les plateformes linguistiques, je pourrais vous sortir des chiffres, je vous vois faire l'amour. Le fax est encore majoritairement utilisé, c'est-à-dire que c'est de la distribution de ressources papier, voire maintenant, et on va le voir avec notamment le rapport sur l'université numérique qui a été remis récemment, il y a quelques mois, c'est pas Kosciusko-Morizet, c'est l'autre, la ministre des Universités.
Madame Pécresse, le rapport sur l'université numérique en France est assez significatif en la matière et de la façon dont les universités utilisent les nouvelles technologies. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, en fin de compte, comme on n'a pas opéré ce bouleversement, on utilise la messagerie, on utilise les plateformes de téléformation comme une reproduction numérique de la manière dont on enseigne de façon classique. Qu'est-ce que fait un prof d'université généralement? Il fait son cours magistral et il distribue les photocopes qui sont en rapport avec son cours. Avec les plateformes de téléformation qu'on a vu apparaître avec les 3 campagnes lancées par le ministère sur les campus numériques, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu se développer les bibliothèques numériques avec aujourd'hui, si vous allez regarder sur les différents campus numériques qui existent, des autocongratulations parce que certains campus annoncent qu'ils ont mis en ligne 20 000 supports numériques de cours accessibles tout à fait facilement à leurs enseignants. On est donc toujours dans la même logique, on n'est pas du tout passé au dispositif multimodal qui permet non pas à l'enseignement, non pas à l'apprenant d'acquérir du savoir, mais à l'enseignant de le dispenser. Et on ne voit pas pourquoi l'enseignant utiliserait toutes les modalités qui sont aujourd'hui techniquement à notre portée, alors qu'il peut tout à fait reproduire ce qu'il a toujours fait et qui fonctionne. Que je sache, nous sommes tous alphabétisés dans cette salle, donc visiblement les choses fonctionnent correctement. Donc c'est encore une difficulté auquel on est confronté. Et puis, il faut bien le dire, la formation en général n'est pas en développement significatif dans notre pays. La part de l'investissement formation en pourcentage du PIB en France est en baisse depuis des années. Donc un pays développé qui consacre de moins en moins par rapport à sa richesse, là je ne dis pas dans l'absolu, c'est relativement. La France est quand même la 5e puissance, c'est encore la 5e puissance économique du monde, et elle consacre de moins en moins d'efforts à l'enseignement, à l'éducation et à la formation. Chiffres en main, hein, je vais pas vous assommer de chiffres, mais les chiffres sont là. Et alors forcément, du côté des offreurs de la formation, c'est normal qu'il y ait une certaine frilosité. L'enseignement n'est pas réellement en mutation. Les moyens de l'économie ne sont pas présents. Donc les offreurs ne voient pas apparaître un marché significatif qui leur permettrait de se lancer dans la recherche et le développement de façon à avoir une offre qui soit en rapport avec les nouvelles exigences aujourd'hui de l'apprenance. Et puis, les pouvoirs publics ont visiblement renoncé pour partie à cette véritable révolution qui nous mènerait vers cette société de la connaissance. Moi qui suis très près de ces pouvoirs publics depuis 15 ans, aussi bien les pouvoirs publics de l'État que des régions, je vois qu'on a beaucoup perdu en recherche, beaucoup perdu en initiative, et on est en train de perdre en compétences parce qu'on a vu une génération d'innovateurs il y a encore une quinzaine d'années qui sont relativement insatisfaits et un petit peu découragés de ce qui a pu se passer. Alors, il y a donc ce frein, et il y a aussi la résistance au changement. Alors là, on est peut-être un peu responsable, et je pense notamment concernant le monde du travail, et plus particulièrement les PME. Les PME aujourd'hui ne sont pas suffisamment
au fait des possibilités qui s'offrent à elles pour permettre à leurs salariés d'accéder à la formation, on sait très bien que les salariés des PME sont les moins formés, alors que ce sont eux qui en auraient le plus besoin. Mais les PME n'ont pas cette culture de la formation que je qualifierais d'externalisée. Quand vous interrogez un patron de PME, il vous dit « le meilleur formateur, c'est moi ». Et souvent, il a raison. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous avez des salariés qui considèrent eux-mêmes que le meilleur de leur formateur, c'est le patron lui-même qui leur a quasiment tout appris. Il faut savoir que 80% de nos dirigeants de PME n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de la formation qui n'est pas du tout la nôtre, nous, anciens universitaires. Donc, encore une fois, il faut absolument que nous allions vers ces PME, que nous allions vers ces responsables, ces dirigeants, et que nous fassions l'effort de la transparence sur les possibilités aujourd'hui qui sont offertes par ces nouvelles modalités pour que ces PME puissent un peu mieux s'ouvrir à la formation. Ce que je regrette aussi, la responsabilité des partenaires sociaux. L'ANI en 2000, Françoise, aide-moi, l'ANI en 2006, voilà, 2004, l'ANI. L'ANI disait « L'investissement et l'utilisation des NTIC, dont la e-formation, visant à faciliter l'auto-formation et à individualiser les actions en fonction de la situation individuelle de chaque salarié. » Voilà, c'était ce que les partenaires sociaux s'étaient engagés à faire en 2004, il y a 8 ans. On voit aujourd'hui que rien de significatif n'a été entrepris dans ce sens. J'entendais encore... C'est ce matin, à propos de la traçabilité des formations, quelqu'un dire que les OPCA sont toujours aussi frileux à mettre en place ces dispositifs. Donc, c'est pareil sur les attentes qu'on pouvait avoir sur la modularisation de la formation, la granularisation de la formation, notamment à travers le DIF. Quand on voit, bon, malgré ce qu'on nous dit, qui a consommé tout son DIF ici? Ah, un, très bien.